Cette vidéo a pour but de revenir sur la nouvelle étape d'ICOP selon les dernières recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, et donc le rajout des trois facteurs clés. Pour revenir sur l'étape 1 initiale, au niveau des outils ICOM Monitor, les données administratives ont globalement pas changé, sauf que pour le genre a été rajouté comme l'exige la législation, le genre indéterminé. Par ailleurs, pour rappel, ce qui est obligatoire, c'est le nom, prénom, le genre, la date et la ville de naissance pour des questions d'identification et le numéro de sécurité sociale pour tout ce qui est hétéro-évaluation. Enfin, bien sûr, des coordonnées pour pouvoir joindre la personne. Sur la cognition, cette nouvelle étape 1 ne modifie rien. Toujours la question de la plainte, puis de l'aggravation. Les trois mots d'apprentissage et au rappel et la date complète d'aujourd'hui va générer une alerte, une plainte avec aggravation, plus ou moins une altération au niveau du rappel des trois mots. Et pour la date, une erreur va générer une alerte, sauf quand elle est sur le jour du mois. Mais ça, bien sûr, dans les outils ICOM Monitor, le dossier informatisé, l'application génère automatiquement et tout seul l'alerte. Par rapport à avant, maintenant, pour la nutrition, on demande la taille et donc toujours le poids et sera calculé l'IMC. L'IMC, je le rappelle, hein, pour les personnes âgées est normal au-dessus de 23. Euh, En l'état, un IMC, si c'est un IMC basique, habituel, ne renseigne que peu, hein, puisque on ne va pas mettre au régime des personnes même en situation d'obésité, mais bien sûr, c'est un indicateur intéressant pour la surveillance d'un risque nutritionnel lors de la réitération des étapes 1. En étape 1 initiale, l'important reste les deux questions qui existaient préalablement, la perte de poids involontaire sur les 3 derniers mois et la perte d'appétit récente. Pour rappel, une perte de poids involontaire est bien liée à une perte de poids hors régime ou reprise d'activité physique majeure. Et une perte d'appétit, c'est quelle que soit la raison. Même si la personne vous dit j'ai perdu l'appétit, mais parce que c'est la canicule, j'ai eu un stress ou autre chose, ça reste une perte d'appétit. Et donc c'est oui. On fait le rappel des trois mots. Donc les trois mots, les séries n'ont pas changé. Citron, clé, ballon ou fauteuil, tulipe, canard ou euh, drapeau, pardon, fleur porte. Euh, le système ICOM Monitor génère automatiquement la série et propose au step 1 suivant une série différente. Pour la vision, ce qui a été modifié, c'est qu'avant, il y avait une question globale qui a été divisée en plusieurs questions. Donc sur le problème de vue, toujours, et on a rajouté la précision que c'était un problème de vue avec les lunettes s'ils en portent puisque c'est la capacité intrinsèque qu'on évalue, donc la fonction vision en interaction avec son environnement, et en l'occurrence le port des lunettes, les maladies de l'œil, des douleurs ou de l'inconfort de l'œil, du diabète ou de l'hypertension, et enfin les traitements par corticoïdes. Donc si c'est oui à une des questions, c'est oui à l'ensemble. Si au moins une de ces questions est vraie, alors on va demander si la personne consulte un ophtalmologue à consulter un ophtalmologue durant les 12 derniers mois ou si c'est prévu prochainement. Je renvoie à la gestion d'alerte, hein, où on vérifie que la problématique est en cours de prise en charge, donc ophtalmologue consulté durant les 12 derniers mois ou programmé, c'est-à-dire à venir prochainement. Et enfin, on estime l'aggravation au cours des 6 derniers mois, toujours avec les lunettes. Pour l'audition, les questions sont restées les mêmes, mais c'est plutôt une organisation qui est différente. Avant, il y avait un test de chuchotement systématique pour tous, puis une auto-évaluation. Est-ce que la personne ou son entourage perçoit un problème d'audition? Aujourd'hui, l'ordre est inversé. On demande à la personne si elle a un problème d'audition perçu par elle-même ou son entourage. Et si elle répond oui, alors on passe au domaine suivant, puisque la problématique est déjà identifiée par le participant et ou son entourage. Si cette problématique, elle n'a pas été identifiée, c'est-à-dire que la personne répond non, alors on passe au test de chuchotement qui va pouvoir objectiver
l'absence d'altération ou révéler une altération à l'audition. Pour rappel, on chuchote quatre mots dans chaque oreille et après chaque mot, la personne doit le répéter. Donc, on va tester l'oreille gauche, on bouche l'oreille droite, on se met derrière la personne côté gauche à environ un bras de distance, on chuchote un mot, elle le répète, un deuxième, elle le répète, ceci jusqu'à 4. Et pour dire que il n'y a pas d'altération, la personne doit avoir répété au moins 3 des 4 mots. Elle va ensuite boucher l'oreille gauche en appuyant sur son tragus de l'oreille et vous allez libérer l'oreille droite et à nouveau chuchoter 4 mots autres, différents, dans l'oreille droite et elle devra vous les répéter au fur et à mesure. Si elle a répété au moins 3 des 4 mots, alors l'audition à l'oreille droite est validée. Si la personne porte des prothèses auditives, elle garde la prothèse auditive du côté que vous évaluez. Donc, elle garde la prothèse auditive à gauche quand vous évaluez l'oreille gauche et elle l'enlève à droite en bouchant son oreille. Et elle remet son appareil à droite en enlevant celui de gauche quand vous évaluez le côté droit. Donc, en résumé, hein, maintenant, on pose la question d'auto-évaluation et on ne va faire le test que si la personne répond qu'elle n'a pas de problème d'audition et on va l'objectiver en faisant le test. Pour la TIMI, les questions n'ont pas changé. Est-ce que vous êtes senti déprimé ou sans espoir pendant les 2 dernières semaines et est-ce que vous avez trouvé peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses? Puis un test de levée de chaise. Pour rappel, la personne est assise sur une chaise, bras croisés, les mains sur les épaules, le dos décollé du dossier. Il n'y a pas de position particulière des jambes. L'idéal, c'est d'avoir les pieds bien ancrés au sol avec une distance des jambes équivalente à la largeur des hanches. Et vous allez lui dire qu'il faut qu'elle se lève le plus rapidement possible, 5 fois d'affilée. Il faut bien insister sur le côté rapidité euh, chronométrée. Dans l'idéal, vous lui montrez avant ce qu'elle doit réaliser, c'est-à-dire vous asseyez sur la chaise de manière correcte et vous vous levez une fois pour lui montrer. Puis elle peut aussi le réaliser pour vous montrer qu'elle a bien compris. La compréhension des consignes dans le test de lever des chaises est primordiale pour éviter quelqu'un qui s'engagerait à faire le test et qui se trompe dans les consignes et qui se fatigue. Donc une fois qu'elle est prête, elle est assise, le dos décollé, les mains en position, prête à s'engager. Vous lui dites que quand vous allez lui donner le go, elle y va le plus rapidement possible et vous lui donnez le go et elle se lève et vous comptez à chaque levée 1, 2, 3 jusqu'à 5. Attention, le chronomètre s'arrête en position debout. C'est bien 5 levées de chaise. On démarre assis, on arrête le chronomètre au 5e levé debout. La question complémentaire est toujours la même. Avez-vous réussi à effectuer les 5 levées de chaise? Tout simplement parce que on peut avoir un chronomètre à 7 secondes chez quelqu'un qui n'aurait fait que 3 des 5 levées. Et donc, le test est anormal si la personne a fait le test en plus de 14 secondes à moins de 80 ans, plus de 16 secondes à plus de 80 ans, et si elle n'a pas fait l'entièreté des 5 levées de chaise. Ça, c'était les domaines déjà évalués jusqu'alors. Il y a eu quelques petits changements comme dans l'audition, mais par ailleurs, ça reste assez identique. Et donc maintenant, les 3 facteurs clés qui ont été rajoutés par l'OMS. Premier facteur clé, le soutien social. C'était un domaine qui manquait dans la première version. Des équipes le faisaient déjà. C'était essentiel de le rajouter. Quelques questions formulées le plus simplement possible, ou en tout cas pour avoir une réponse en oui ou non. Avez-vous des soucis de logement? On ne définit pas le souci de logement. On donne, voilà, c'est par exemple l'état du logement, la localisation ou la sécurité, c'est de l'auto-évaluation. C'est-à-dire que est-ce que la personne, elle trouve que son logement a des soucis? Peut-être qu'objectivement, nous, on dirait pas forcément, mais c'est son auto-évaluation. Donc l'état du logement, est-ce qu'il nécessite des travaux, une rénovation, des aménagements, la localisation, loin, proche des services, dans des quartiers qui posent problème, la sécurité. Ensuite, on va demander, est-ce que vous avez des difficultés financières pour payer la nourriture, le logement et les soins de santé? C'est bien à nouveau de l'auto-évaluation, c'est-à-dire que la personne, on ne lui demande pas son niveau de revenu et on ne juge pas de son niveau de revenu ou de sa capacité à subvenir à ses besoins. C'est bien elle qui doit décrire si, selon elle, elle a des difficultés ou non, puisqu'à revenu identique, bah, certaines personnes ont des difficultés et d'autres pas, bien sûr.
Est-ce que vous vous sentez souvent seul? Je rappelle que le sentiment de solitude n'a rien à voir avec la solitude réelle. On peut être très entouré et se sentir seul, et c'est bien ça qu'on recueille ici. Est-ce que la personne se sent seule? Et enfin, avez-vous des difficultés à pratiquer des loisirs ou d'autres activités sociales importantes pour vous? À partir de ces questions, s'il y a au moins un oui, il y a une alerte. En sortie de step 1, si vous avez un professionnel du monde social identifié, un interlocuteur, un acteur, globalement le plus facile c'est la mairie de la commune, le CCAS, une association, pouvez l'orienter d'emblée vers ces personnes. S'il n'y a pas d'acteur identifié, vous pouvez faire un step 2 pour évaluer plus amplement la problématique. Et par ailleurs, de toute façon, si vous faites un step 2 pour un autre domaine, l'évaluation sociale est obligatoire. Donc vous l'aurez toujours. S'il n'y a que la situation sociale qui pose problème, il n'y a pas de step 2 prévu seul pour la situation sociale. Mais vous pouvez évaluer un autre domaine et notamment, il peut être intéressant d'évaluer la TIMI à ce moment-là. Donc, premier niveau, il y a une réponse oui à une des questions, on oriente vers les services sociaux d'emblée. Deuxième niveau, on va faire un step 2 associé à un domaine. Pour le soutien aux aidants, on va demander à la personne déjà, est-ce que elle est l'aidante d'une personne malade ou dépendante? Parce que bien sûr, il faut l'identifier comme être aidante. Être aidant, c'est apporter une assistance ou des soins à une personne malade ou dépendante. Ce n'est pas juste être le proche d'une autre personne âgée qui n'aurait pas besoin d'aide. Il faut bien faire la différence d'entre être un aidant, c'est apporter du soin ou une aide à une personne malade ou dépendante. Et si elle répond oui, les trois autres questions apparaissent. Pensez-vous bénéficier du soutien dont vous avez besoin dans votre rôle d'aidant? Vous sentez-vous capable de fournir les soins et le soutien nécessaires? Est-ce que votre rôle d'aidant a un impact négatif sur votre vie? S'il y a une réponse oui à au moins d'une des questions, on peut orienter à nouveau vers les services sociaux, mais je crois qu'il est toujours pertinent de proposer une évaluation de step 2 à un aidant en faisant au moins la TIMI, voire l'ensemble des domaines pour avoir une première évaluation et un point sur l'état de santé des aidants qui s'oublient bien trop souvent. On peut les orienter aussi, bien sûr, vers leur médecin traitant et au-delà, vers la filière gériatrique. Pour ces deux domaines, soutien social ou soutien aux aidants, je rappelle quand même qu'en cas d'urgence ou de mise en danger, il faudra procéder à un signalement, mais bien sûr, ce sont des situations, heureusement, tout à fait rares. Le dernier facteur clé étant la continence urinaire, on va demander à la personne s'il lui arrive d'avoir des fuites urinaires. Si elle répond oui, il y a une alerte, et à ce moment-là, premier niveau, c'est l'orientation vers le médecin traitant. Deuxième niveau, dans l'étape 2, on a des questions complémentaires. Mais dans tous les cas, il va falloir orienter la personne. Ça peut être vers une sage-femme pour les femmes, vers un urologue pour tous, le médecin traitant pour faire un point. Les kinésithérapeutes font de la rééducation pour hommes comme pour femmes, pour les incontinences urinaires. Il y a des dispositifs qui existent aussi. La question qui peut parfois gêner quand on veut la poser permet quand même d'entamer le sujet, la discussion sur un sujet parfois tabou et de proposer une prise en charge médicale sur un sujet où les personnes, des fois, pensent qu'il n'y avait rien à faire, alors qu'il reste très longtemps beaucoup de choses à faire. Après, restent les personnes jeunes qui pourraient être un peu heurtées qu'on leur pose cette question. Je crois qu'il faut parfois savoir faire un petit trait d'humour en disant que tout va bien, ben, c'est tant mieux, et que ça fait partie, dans tous les cas, de l'étape 1, de poser la question. Je vous remercie.